La forêt est leur terrain de jeu favori, leur boussole et leur carte, leurs compagnons de route. Eux, ce sont les orienteurs. C'est 35. C'est 35. La course d'orientation est un sport nordique, né en Suède. Ce sport, pratiqué par les militaires et souvent dans les écoles, a trouvé son public en France depuis la fin des années 80, avec tous ces coureurs qui apprécient de partir avec un but, celui de trouver des balises. Un week-end de mars, à l'extrême sud du département du Nord, au cœur du parc naturel régional de l'Avesnois. Ils sont plusieurs centaines réunis pour disputer l'Interland. England. Holland. Belgique. L'Interland, c'est une compétition euro-régionale, avec 5 équipes, dont celle des Hauts-de-France. Pour cet événement, on s'active depuis un an. Repérage, traçage et pose des balises. Camille Moulière, président du club voisin de Vervins, fait partie des 50 personnes mobilisées pour cette organisation. En fait, il y a un militaire qui est venu s'installer à Vervins parce qu'au départ, la course d'orientation est un sport, il y a bien longtemps, qui vient du monde militaire. Et il a eu envie de créer un club de course d'orientation, donc il a connu quelques adultes dans le club et ma mère m'y a emmené et j'ai vite apprécié. Et donc pendant longtemps, c'est resté une petite pratique, mais vraiment une pratique locale. Et maintenant, depuis une vingtaine d'années, je cours partout, en international, je fais les championnats de France tout le temps. Enfin, je suis devenue une accro du sport. C'est avec cette passionnée que nous allons découvrir les règles de la CO, la course d'orientation. Toi, ton départ, c'est le jaune. Donc tu pars d'ici, toi. Les personnes qui sont à l'heure de départ avancent, rentrent dans le sas de départ. Ici, c'est ce qu'on appelle H-1, la prise de définition. Alors, ce qu'on appelle la prise de définition, ça va être un petit papier qui permet, dans la forêt, de savoir précisément où va se trouver la balise. Donc, c'est un petit peu des hiéroglyphes, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, donc des hiéroglyphes qu'on va apprendre. Donc là, c'est le nom de la course, Interland. La catégorie, donc là, c'est pour les hommes 14 et les dames de 50 ans et plus jusqu'à 60 ans. Ils auront 5,8 km à vol d'oiseau. Ça ne veut pas dire qu'ils feront que 5,8 km. Et là, par exemple, la balise 1, ils trouveront la 106 et elle sera située entre deux collines. C'est bon, c'est réglé avec le bip. Alors, on a donc bien sûr la représentation de la forêt. Ensuite, en rose, les balises et le parcours à effectuer par l'itinéraire que l'on veut. Donc, on prendra... certains vont essayer de prendre un maximum de chemin, d'autres vont couper à travers la forêt. Et là, on retrouve exactement la même chose que le petit papier qu'ils ont pris à H-2, ce qu'on appelle les définitions. Alors, on leur donne avant de partir parce que tout bon orienteur va toujours, pour commencer son circuit, plier sa carte. On plie sa carte. Et quand on lit en courant, déjà on tient sa carte dans une seule main avec sa boussole, comme ça elle est toujours orientée. Et ça va beaucoup plus vite pour retrouver au fur et à mesure où on est, où on avance. Donc souvent, il y a des coureurs, ils ont leur pouce qui va progresser en même temps qu'eux sur leur carte de leur itinéraire pour toujours savoir où on est. On dit qu'il faut toujours coller entre la carte et le terrain en réalité. Surtout quand ils font ça, on vérifie au moins 4 fois la bonne carte et le bon bac. Parce que sinon, c'est le coureur suivant qui va prendre la mauvaise carte et là, ce ne sera pas de sa faute. Hein, donc quand on ramène une carte, on vérifie vraiment bien qu'on le remet dans le bon bac. Pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Voilà, donc là, on bip le départ. Ça définit le début de leur course précisément à heure précise. Ensuite, ils prennent leur carte de leur catégorie et ils s'en vont en forêt faire leur circuit. Voilà, donc chaque carte est différente, chaque circuit est différent. Donc par exemple, les 3 coureurs qui viennent de partir ont évidemment un circuit différent et ils ne peuvent pas se suivre pour aller à la balise. Il y a 7 catégories dans ce tournoi Interland. Inutile donc de se suivre, les balises ne sont pas toutes les mêmes pour tous les participants. L'effort dure entre 30 minutes et 2 heures selon les catégories. Une petite dizaine de balises à trouver pour les plus jeunes, plutôt en lisière de forêt. Une quinzaine pour les adultes, avec plus de relief. En course d'orientation, courir n'est pas une obligation. La principale règle est de pointer toutes les balises. Une seule ratée ou oubliée, comme ça peut arriver y compris au meilleur, et c'est l'élimination.
arriver. Allez, c'est bien, ça. Au plus haut niveau, pas de marche. Les meilleurs orienteurs sont de très bons trailers. Pour former ces champions, la Fédération française a son pôle France, à Lyon, dans le campus de l'INSA. Dans cette école d'ingénieurs, la devise est « champion sur les terrains, champion dans les études ». Des étudiants sportifs et donc aussi des champions en sport-études, le navigateur François Gabard ou le cycliste Jean-Christophe Perrault sont passés par cette école prestigieuse et 160 élèves aujourd'hui suivent ainsi un double cursus sport-études. Et parmi eux, 13 orienteurs du pôle France. J'ai le droit de cacher mon fil là dans mon amplitude et de dire que du coup je décris une amplitude complexe. Mathieu Perrin est l'un de ces orienteurs. À 21 ans, il est en 3e année, il suit un cursus adapté à la pratique du sport de haut niveau, 20 heures de cours par semaine, 15 heures d'entraînement. C'est-à-dire que onde totale, c'est onde incidente plus onde réfléchie. Si c'est pas linéaire, j'ai pas le droit de faire ça. C'est que dans les milieux linéaires qu'on a le droit de faire ça. La CO, c'est pas un sport qui permet de, après, être rassuré d'avoir un avenir professionnel dans le sport, quoi. Et donc, à côté de ça, il faut un peu se blinder au niveau études. Ce pôle France est dirigé par Olivier Coupa, multiple champion de France. En marge des séances collectives, l'entraîneur reçoit chacun de ses athlètes. Au programme, planification des entraînements et analyse carte à l'appui des dernières courses. D'endurance de concentration ou ouais. Au niveau même physique. Ouais, t'as senti que plus pousser à la fin. Ce qui te manque le plus, c'est de la course en tout terrain. C'est ce que t'as quasiment pas fait de l'hiver. Ouais. Je veux dire, avec le vélo et tout, tous les sports alternatifs par rapport à tes blessures, moi, il me semble que c'est pas illogique, quoi. Surtout sur un terrain, tu vois, hyper compliqué à courir au sol, quoi. Vraiment pur tout terrain, quoi. La CO, sans le mental et sans des objectifs purement techniques et des conseils par un coach de concentration spécifiquement, on n'avance pas, quoi. C'est pas que du physique. La préparation d'un athlète, c'est tous les jours, voire 2 fois par jour. En général, le lundi et le vendredi sont consacrés à la musculation. Le mardi, c'est la séance plutôt de ce qu'on appelle de VMA, de travail sur piste. Le mercredi, on est en forêt. Le jeudi, c'est consacré plutôt à l'entraînement alternatif. Donc du coup, c'est plus du vélo. L'hiver, on n'est pas très loin non plus des massifs montagneux. Et donc du coup, on fait pas mal de ski de fond aussi, de ski nordique. Le samedi et le dimanche, soit en général, il y a les week-ends, ce qu'on appelle pendant la préparation hivernale, l'équipe de France, où toute l'équipe, les juniors et les seniors, on part dans le sud de la France chercher des bonnes conditions d'entraînement climatiques et puis aussi chercher des nouveaux terrains. Ce soir, c'est une séance de musculation pour les orienteurs, avec un travail spécifique sur les membres inférieurs. L'exo qu'il y a à faire, c'est qui commence par le squat bulgare en stato-dynamique. 2, 3. Mets bien dans l'axe, le bassin. Allez. Par rapport à des athlètes d'endurance sur route ou sur marathon, il va falloir être plus puissant parce que c'est des terrains vraiment soft, quoi, enfin mou. Et il va quand même falloir être assez rapide, quoi, parce que ça reste de la course à pied, les surfaces peuvent changer et il faut quand même être rapide, quoi. Grosso modo, on est entre 6-7 pour les plus jeunes séances par semaine. Ils ont qu'une séance par jour, jusqu'à 12, 13, voire 14 séances, quoi. Oui, c'est du vrai sport de haut niveau, même si notre sport, il n'a peut-être pas justement cet éclairage médiatique qu'ont d'autres disciplines. Mais bon, on y travaille. La nuit est tombée dans la Vénois,
Mais l'Interland se poursuit avec une course de nuit dans la pure tradition suédoise. Les courses de nuit, c'est pas du tout nouveau et c'est le grand challenge des grandes courses scandinaves. Parce que les Scandinaves ont des hivers et des nuits longues. Donc en hiver, quand ils n'ont pas trop de neige, ils peuvent faire de la course d'orientation de nuit. Ce soir, ils sont 150 à s'aventurer dans le noir. 714. Ah non, c'est bon, non, c'est bon, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a des sensations différentes, on a des repères qui sont différents, on peut voir les animaux, c'est pas pour les animaux nécessairement, mais c'est marrant quand on voit des yeux. Après, les repères sont complètement différents et c'est une autre sensation de course qui est super. C'est des sensations différentes, ouais. Donc mais c'est effectivement intéressant de changer un peu de format. Ouais. C'est parti, bientôt. Vérifiez qu'ils prennent la bonne heure là. La nuit, pas de relief, de végétation comme point de repère. Pour les orienteurs, il s'agit surtout de garder des lignes directrices, les sentiers, des talus ou encore des ruisseaux. Et voilà. Moi, je sais pas si tu penserais venir jusqu'ici. Merci beaucoup. Super, très sympa, un mélange de petites zones de bungalows, un peu de prairies. À un moment, on se croirait chez Euro Disney avec les petits stands, un mini bout de forêt, enfin symbolique. Non, c'était très chouette, bien agréable. Ouais, 24 minutes, c'est honnête. Effectivement, si j'avais couru beaucoup plus vite, il y aurait des minutes en moins, mais non, c'était bien. J'ai pas fait de bêtises, c'est cool. Comme tous ces passionnés qui prolongent le plaisir la nuit tombée, ils sont 9500 à être licenciés en France et 500 000 à pratiquer la CO, notamment dans les écoles. Il y a 3 disciplines, à pied, en VTT ou en ski de fond. C'est en 1970 que la Fédération française a été créée. En 1977, le Comité international olympique reconnaît la discipline. En 2003, Thierry Georgiou devient le premier champion du monde français. Thierry Georgiou, c'est le plus grand champion de l'histoire de la course d'orientation. Il a été 14 fois champion du monde. Sa carrière terminée, il est devenu entraîneur. Nous sommes allés à sa rencontre au Portugal où il encadre le stage de l'équipe nationale de Suède, un Français à la tête du pays de la CO, la reconnaissance ultime. Je dis toujours, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mes parents, ils m'amenaient en spectateur sur les championnats du monde. Donc bien sûr, on voit les champions. Quand j'avais 11-12 ans, mon rêve, c'était de devenir champion du monde. Ouais. Donc après, c'est ça qui a guidé toutes les phases de ma vie, tous les choix que j'ai faits. Moi, j'ai jamais vraiment savouré mes victoires. Ce que je pensais être un aboutissement d'être champion du monde, j'ai réalisé 5 minutes après avoir franchi la ligne que c'est juste ça, quoi. Donc c'est quoi la prochaine? En 2011, j'ai 32 ans. Donc là, tu sens que la fin de carrière arrive. La chance que j'ai, moi, c'est que 2011, les championnats du monde sont en France. Donc là, tu te dis fantastique, quoi. Et donc là, triple champion du monde, donc j'ai toutes les médailles individuelles. On gagne, la France est championne du monde pour la première fois en relais avec mes potes et tout. La dernière course, c'était le relais, on finit champion du monde. Bon, tu sais, il n'y aura jamais rien de mieux dans ta carrière. Il y avait tout le monde, super ambiance et tout. Tu te dis, là, c'était le pic. Tu vois, moi, j'avais toujours l'idée de m'arrêter au top. Donc 2017, je m'en mets une dernière, là, 38 ans. Mais l'objectif, c'est de savourer tout, quoi. Quand je suis en stage, quand je suis avec les potes et tout, là, tu prends du plaisir. C'était que du bonheur. Et puis là, tu t'arrêtes, paf, titre de champion du monde, ta dernière course, tu te dis, putain, ça, c'est vraiment la fin que tu voulais, quoi. Le point final, il n'y a pas une rature, il n'y a rien, c'est nickel. Donc là, tu peux partir.
même si j'ai un master de biologie, j'ai jamais pensé une seule seconde que j'allais faire autre chose, quoi. Je me disais, bon, bah, je vais essayer de transmettre un peu ce que j'ai appris. Alright. Sorry. Hello. So the coffee time is killed. Now it's time to analyze. You did it well this morning. I enjoyed okay, But I wasn't some in part front. were shit, but at least you took Emma. C'est un coach qui nous pousse différemment des coachs suédois. Il dit directement les choses. Si vous n'êtes pas bon, il vous le dit aussitôt. Mais si vous êtes très bon, il vous le dit aussi. Je n'ai jamais autant appris qu'avec lui cette année. Alright. Good. Vraiment, ce qui me rend le plus fier, ben, tu vois, c'est d'aujourd'hui de bosser pour les Suédois. Maintenant, c'est moi leur idole. Si tu reviens au début des années 90, mais tout le monde se foutait de notre gueule en compétition, tu vois. Là, c'était niveau 0 et on avait 0 respect. Et tu vois, j'arrête ma carrière, Lucas Basset, Frédéric Tranchant, ça continue. Pour moi, c'est un peu Messi, quoi. Il a apporté une dimension technique qui n'existait pas avant, une maîtrise technique, et ça a poussé tout le monde en fait à aller plus loin dans l'entraînement et à faire un peu différemment, quoi. Je pense qu'il a vraiment élevé le niveau technique de tout le monde. Tu te dis, t'es gamin là, on peut te prévoir le futur là. Et puis là, tu vois tes médailles défiler là. Tu vois premier titre de champion du monde. Tu dis, putain, génial quoi. Le truc hallucinant quoi. T'es champion du monde. Et tu les vois tomber comme ça, paf, paf, paf. Là, ils t'envoient 14, mais tu dis, après 3, tu dis, non, mais c'est pas possible. Tu vois, quand t'as 10 ans, t'habites en France, là, la course d'orientation, t'as juste tes potes et tout, c'est du bricolage plein pot. Et tu vois, là, les 14, tu dis, non, mais là, franchement, j'étais béni des dieux. Retour à l'Interland. Pour cette seconde journée, l'organisation a installé son QG dans l'abbaye de Saint-Michel. La compétition se poursuit avec tous ces passionnés de nature et de course à pied qui ont trouvé dans la course d'orientation un véritable art de vivre. C'est le cas pour la famille de Sailly. Il y a le papa, David, qui a converti toute la famille, Aurélie, la maman, Léandre, 15 ans, Jean, 13 ans, et Flora, 11 ans. Une quinzaine de week-ends par an, cette famille quitte son domicile de Boulogne-sur-Mer pour disputer une course d'orientation. Bonjour. Bon, ça y est, 50. Cap au Nord. Cap au Nord. Tiens, Flora. Hop. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. Allez, bisous. Merci. Dernier préparatif pour toute la famille, déjà bien expérimentée. Quand on a perdu une fois ses chaussures dans la boue, ben après on s'arrange pour qu'elles ne risquent pas de s'en aller. Donc que les lacets s'en aillent pas. J'ai fait une toute première course début 2012 et dès la suivante, tout le monde est venu m'accompagner. Alors Aurélie, cette fois-là, elle a juste fait le parcours le plus facile avec toute la famille. Et puis après, elle s'est mise à courir assez rapidement, elle s'est mise à courir toute seule. Et bah, dès que les enfants ont pu, on les a fait courir d'abord sur parce qu'il y a des parcours adaptés aux enfants qui sont jalonnés, donc où ils ne peuvent pas trop se perdre. Et puis bah, dès qu'ils se sentaient capables, on les a lâchés avec des parcours où là, bah, il fallait qu'ils trouvent tout seuls leur itinéraire. Donc c'est venu petit à petit. Hein. En gros, autour de 10 ans, ils commencent à courir tout seuls, les enfants. Et puis bah, la difficulté augmente tout doucement. Enfin, la course d'orientation, c'est découvrir des nouveaux environnements, des paysages, tout ça. J'aime bien voyager parce que tu découvres plein d'endroits. Parce que quand on est allé à la montagne, c'était différent que si on était resté ici, par exemple. Ça montait plus. Bah, la course d'orientation, il faut réfléchir aussi. Faut trouver les balises, il faut choisir le meilleur chemin possible. Tu restes concentré sur ta carte, puis tu essaies de pas trop t'arrêter et d'anticiper tes postes. Voilà, anticiper les postes. Oui, non, mais je sais, papa, il me le répète tous les jours. Parce que c'est comme ça qu'on progresse. Anticiper les postes et
arriver sur son poste en sachant déjà dans quelle direction on va partir pour aller chercher le suivant. Mais c'est compliqué aussi parce que quand tu cours, tu peux pas regarder ta carte parce qu'elle bouge comme ça. David est le premier à s'élancer. Son parcours est de 4,6 km à vol d'oiseau, avec 16 balises à trouver. Le challenge est le même pour Aurélie. Flora s'élance pour une course qui va durer un peu plus d'1 heure pour elle, avec 11 balises à pointer. Un peu moins de 3 km à parcourir pour Léandre, avec 10 balises à trouver. Il y a le ruisseau qui arrive là, on le voit en bleu sur la carte, au niveau là. Bravo. C'était mieux vers la fin, mais je me suis déconcentrée, ça m'arrive souvent, c'est mon problème, mon petit souci quand je croise quelqu'un. J'ai tendance à perdre ma concentration et puis après je fais des erreurs d'orientation de carte. En plus c'est vrai que le terrain n'était pas facile, enfin physiquement je manque un peu d'entraînement donc avec les ronces il faut courir en levant bien les jambes, sinon on se prend des gamelles. Moi ça me plaisait, c'était des éléments que je connais bien, donc on arrivait à se recaler, mais par contre après physiquement ça suit pas trop, donc le temps est pas extraordinaire, mais ouais, des petites hésitations, mais après ce qui était bien, globalement c'était sympa. Le relief était agréable à lire, hein. On arrivait bien à identifier les éléments de relief, c'était chouette ça. Bon. Ça y est, c'est fait? Oui, c'est terminé. Ce papier-là permet de savoir combien de temps on a mis en tout du départ jusqu'à l'arrivée. Donc moi j'ai mis 1 heure et 5 minutes et on a également le temps que l'on met à trouver chacune des balises dans la première colonne. Donc par exemple on voit que ma balise 6 effectivement je n'ai pas bien réussi parce que je mets 8 minutes pour la trouver alors que normalement j'aurais dû mettre la moitié. Et on regarde aussi les scores des enfants, puis quand ils ont fait des gros temps entre les balises, on leur demande quels sont les itinéraires qu'ils ont pris, pourquoi ça leur a pris tant de temps. Et même quand ils réussissent aussi, on leur demande de nous expliquer leur itinéraire sur la carte. Jean il fait 13e, hein, ouais. Léandre 11e. Léandre, ça va? Tu nous expliqueras ton parcours, hein. Tu n'as pas trop mal réussi, c'est bien. L'édition 2019 d'Interland se termine, et une bonne surprise pour la famille de Sailly, avec Léandre qui remporte sa catégorie d'âge. Et je passe maintenant dans le jaune. Premier homme jaune, il y en a d'autres en ce moment. Léandre de Sailly. Voilà, félicitations. Première dame jaune, Louise Moulière. Je suis content déjà d'avoir gagné, quoi. C'est normal. En plus je m'attendais pas du tout parce que je n'avais pas fait vraiment une course vraiment extraordinaire, j'ai fait quelques petites erreurs, quoi. Ouais. Et c'est une médaille en chocolat. Attention, elle va pas faire Attends, montre-la, juste on... Ouais, j'avoue, montre, franchement, juste montre. Cette année, Lors de cet Interland 2019, c'est l'Angleterre qui s'impose. son sept, c'est l'équipe d'Angleterre. England first for the general Interland ranking. 4e place pour les Hauts-de-France. Pour les orienteurs, la saison ne fait que commencer. De nouvelles aventures
les attendent dans d'autres forêts.